Bien, bonsoir à tous. Je suis très heureux de vous accueillir pour ce webinaire qui porte sur les besoins en investissement dans les infrastructures en Afrique et plus précisément sur les moyens de booster ces investissements. Vous avez en effet de nombreux rapports qui pointent du doigt le déficit d'investissement et les infrastructures en Afrique, notamment pour atteindre les objectifs de développement durable d'ici 2030. Ce n'est pas forcément spécifique à l'Afrique, on en parlera sûrement avec notre intervenant. On a le même problème en Europe ou dans d'autres régions du monde, mais c'est un vrai problème pour ce continent dont les besoins en infrastructures sont énormes. Juste pour prendre un exemple, mais les rapports s'accordent sur ce point, un des derniers rapports de l'OCDE qui traite des dynamiques du développement en Afrique chiffre les besoins en investissement pour atteindre les objectifs de développement durable à plus de 190 milliards de dollars par an jusqu'en 2030 pour le continent africain. Rien que dans le digital, Samatar Omar Elmi, de la Banque africaine de développement, qui intervenait ce matin à l'IA de Paris, parlait d'un taux de pénétration moyen de la fibre en Afrique de 20%, d'un manque de 250 000 kilomètres de fibre optique et de 10 milliards de dollars d'investissement nécessaires chaque année pour les 10 prochaines années pour combler en partie le retard de l'Afrique rien que dans le domaine du digital. Les besoins sont donc énormes et pourtant le continent africain peine à attirer les investisseurs. La part de l'Afrique dans les investissements directs étrangers mondiaux pour les projets Greenfield est ainsi en baisse ces dernières années d'après le rapport de l'OCDE que je viens de citer et dont vous retrouverez d'ailleurs la référence exacte sur le site de la chaire qui annonce ce webinaire. D'où le webinaire de ce soir, afin de tenter de cerner plus clairement les points de blocage et les solutions pour améliorer la situation. Pour nous éclairer sur ces questions, nous avons le plaisir d'accueillir Mathieu Pellet, directeur général délégué chez Meridiam, en charge de la coordination des investissements à l'échelle mondiale et en charge aussi du TURF, The Urban Resilience Fund. Il nous donnera un petit peu une définition de ce qu'est ce fonds et puis des objectifs du fonds et de Meridiam en général. Mathieu Pellet, un grand merci pour votre disponibilité ce soir. Je rappelle les règles du jeu avant de vous laisser la parole. Donc, vous concernant, vous avez une trentaine de minutes de présentation pour introduire le sujet et peut-être donner quelques éléments de réponse sur comment booster les investissements en Afrique. En ce qui concerne nos auditeurs, vous êtes plus de 200 inscrits ce soir, déjà une cinquantaine de connectés en ligne. Vous avez la possibilité de poser vos questions dans la partie chat de Zoom ou en allumant vos micros lorsque je vous l'indiquerai. N'hésitez pas à lever la main, façon de parler hein, dans le Zoom, en activant le petit émoticône à cet effet, pour signaler votre volonté de prendre la parole. Je donnerai la priorité à ceux qui veulent allumer leur micro et poser leurs questions directement. Et puis, s'il y a quelques personnes qui sont un peu plus timides, je prendrai quelques questions dans la partie chat ou je prendrai les questions dans la partie chat à la fin du webinaire si j'estime que dans les prises de parole, toutes les questions n'ont pas été abordées. Voilà, avec une règle très stricte, nous terminons à 20 heures maximum ce webinaire comme à l'habitude. Mathieu, je vous laisse la parole et je vous remercie encore de votre présence ce soir. Par notre PDG actuel, Thierry Déo, initialement en Europe et en Amérique du Nord, avec quelques grandes particularités. La première étant la priorité donnée au projet Greenfield, au développement de nouveaux projets. Une autre grande spécificité est notre approche long terme. On a des fonds d'investissement qui ont des durées d'investissement de 25 ans. Et puis enfin, une approche très complète et qu'on veut très sincère sur les sujets ESG et qui nous a fait devenir une société à mission dès que la loi Pacte a été créée en France. Voilà. Donc on a commencé nos activités en Afrique en 2015 et voilà, je vais donc essayer de m'inspirer un petit peu ce qu'on a fait ces 9 dernières années pour répondre à cette question de comment booster les investissements dans les infrastructures en Afrique. Je pense que c'est une question qui est à la fois essentielle face aux enjeux et au nombre enjeux que Stéphane a présenté, mais aussi en ce moment précis, puisque de nombreux États africains, c'est encore aussi là, loin d'être les seuls à l'échelle de la planète, mais en tout cas, de nombreux États africains ont des problématiques de surendettement, qui sont parfois d'ailleurs le succès, et c'est malheureusement un peu paradoxal, de réalisation de pas mal de projets d'infrastructures qui ont été financés avec de l'endettement public.
Et donc on a aujourd'hui, de plus en plus, la nécessité, je pense, pour ces États de se tourner vers des schémas où, le privé joue un rôle important et où, la dette, l'endettement qui est, assez inévitable pour financer des infrastructures publiques, est de plus en plus, pertinent. Donc je vais, axer mon propos, ce soir avant d'échanger avec vous tous, de répondre aux questions, en trois axes. Le 1er, et c'est notre conviction et notre expérience, autour de la préparation de projets et du développement de projets. Puisque aujourd'hui, si on veut vraiment changer d'échelle, en Afrique, il faut, vraiment, j'en suis convaincu, se concentrer sur le sujet de la préparation de projets, de la création de projets, d'actifs, qui manquent cruellement aujourd'hui et beaucoup plus cruellement que les fonds, disponibles. Donc ça sera la première partie. La deuxième partie autour des risques et comment réduire les risques, et comment, du coup, pouvoir bénéficier, justement d'un capital disponible, mais qui, eh bien, doit, être, convaincu en quelque sorte que les risques ont été réduits, ont été mitigés. Et le 3e axe sera, autour des sujets environnementaux et sociaux, des objectifs de développement durable au sens large. Stéphane en disait un mot, à travers, 2 approches. Une 1re qui est, je dirais un peu plus, protectrice pour réduire les risques, un petit peu dans la continuité de la 2e partie, et une qui est plus, je dirais plus à l'offensive pour justement, maximiser, ce qu'on réalise, ce qu'on permet d'atteindre quand on développe des infrastructures et comment ce cercle peut être, vertueux pour en faire, encore plus, et ça sera, l'ouverture de mon propos. Donc sur la première partie, réellement aujourd'hui, si on veut, booster, l'investissement dans les infrastructures en Afrique, et c'est la question ce soir, je pense qu'il faut changer d'échelle, sur, la préparation de projets et le développement de projets dans tous les secteurs. Ça passe, alors je vais, illustrer mes propos un petit peu de la façon dont, ces dernières années on a, développé notre activité, sur le continent africain au sein de Meridiam. Donc ça passe, enfin, d'ores et déjà par une vraie, priorité donnée au développement de projets, à la mobilisation, d'équipes sur place pour faire ce travail, préalable d'analyse, d'analyse d'un secteur, d'analyse, de sites, de projets existants. Et une fois qu'on est convaincu qu'il y a, effectivement la possibilité de développer des projets dans ce domaine, dans ce pays, dans ce territoire, eh bien le travail, sur le terrain, avec réellement, la mobilisation d'équipes pour, la réalisation, d'études environnementales, la réalisation d'études techniques, la réalisation, d'études de trafic, d'études de marché. Et ça, c'est un travail qui, aujourd'hui est trop peu fait. Donc nous, je peux prendre l'exemple de projets de centrales solaires qu'on a développés au Sénégal dès, 2015-2016, euh, avec très souvent cette situation auquel on fait face où, on nous présente des projets qui, n'ont fait l'objet que d'un développement, très préliminaire, et sur lequel on a besoin, eh bien justement de dérouler tout le processus de développement et, de préparation du projet. Donc c'est, des travaux très concrets, hein, et notamment c'est les premiers que je citais, des travaux de préparation et de consultation environnementale et sociale. J'y reviendrai un peu plus tard, et des travaux de relevé sur site. Et donc ça, c'est au minimum 1 an, de travail pour arriver à, transformer, un dossier papier, si je peux dire, en un dossier, sur le terrain,
et avec des contrats et des droits, sur le site, et cetera. Donc c'est, je pense un 1er, un 1er, je dirais un 1er enseignement qu'on retrouve, dans tous les secteurs, dans tous les pays. Voilà, comment on peut avoir quand on agit, dans je sais pas, dans un secteur ou dans une région donnée, et bien, dans nos, business plans, hein, de sociétés privées, la possibilité de faire du développement, d'y consacrer du temps et de l'argent, et c'est difficile aujourd'hui d'arriver à faire émerger un projet d'infrastructure de grande taille, en moins de 2 ans et de 2 ou 3 millions d'euros. C'est un petit peu les ordres de grandeur. Voilà, donc il faut se préparer à ça, et il faut voir comment, on peut, du coup, s'organiser, s'équiper et s'associer pour cette phase. Donc, évidemment, enfin, il faut arriver, je pense, à faire ça en équipe. Nous, par exemple, chez Meridiam, on a régulièrement travaillé avec des partenaires locaux, des fonds souverains, par exemple. Si je continue l'exemple du Sénégal, on a développé ces centrales solaires, les deux premières qu'on a faites avec le fonds souverain du Sénégal, le fonds 6. On a pu faire la même chose au Gabon, où on a développé un projet hydroélectrique avec le fonds souverain gabonais, le FGIS. Et donc ce travail de développement, on le fait à plusieurs avec un partenaire local. On peut également mobiliser des ressources, des subventions, et là aussi, là, je pense c'est réellement un domaine sur lequel il peut être fait beaucoup plus dans notre industrie. On peut mobiliser donc des subventions pour supporter, enfin aider à supporter le coût de ces études. On a pu, par exemple, sur ce projet hydroélectrique au Gabon, bénéficier d'un prêt de développement de la DBSA, la Banque de développement sud-africaine, qui venait financer à risque une partie du développement. Donc, si on réalise le projet, on atteint le bouclage financier, on rembourse le prêt. Et si on n'y arrive pas, on ne rembourse pas le prêt, il est à fond perdu. On a fait la même chose sur un projet de géothermie en Éthiopie, où on a obtenu des subventions de la part d'une facilité de l'Union africaine. Et là aussi, avec le même type de schéma. Et donc, tout ça pour dire que c'est dans ces phases-là qu'on doit concentrer ses efforts pour arriver à faire beaucoup plus. Donc, c'est à la fois du côté privé, où il faut donc s'organiser avec des équipes sur place. Nous, aujourd'hui, on a une quarantaine de personnes qui travaillent chez Meridiam dans les équipes d'investissement en Afrique. Et on en a 35 qui sont répartis dans nos quatre bureaux africains. Et donc, c'est réellement en localisant le travail de développement, le travail d'investissement, qu'on peut faire ce travail, et pas uniquement, je pense, en ayant uniquement des fonctions de représentation sur place. Donc c'est un travail, et je pense réellement un changement d'état d'esprit pour beaucoup d'acteurs privés de faire cet effort de consacrer des ressources humaines et financières et du temps, des délais réalistes pour développer des projets. C'est, comme je disais, hein, c'est difficile de faire quoi que ce soit de sérieux en moins de 2 ans. Ça peut prendre 3 ans, 4 ans. Si je prends l'exemple de nos centrales solaires dont je parlais, on a plutôt mis 18-24 mois. Si je prends l'exemple du barrage hydroélectrique que je citais au Gabon, on a plutôt pris 4-5 ans pour arriver à réaliser l'ensemble du développement. Mais voilà, quand on fait ce travail, on crée littéralement un actif,
Et on permet aussi, je pense, hein, par la réalisation de quelques projets pilotes, de quelques exemples, d'ensuite ouvrir la voie d'autres projets. Donc c'est un travail réellement du côté du secteur privé, mais c'est aussi un travail, je pense, hein, du côté gouvernemental, sur lequel il doit y avoir d'une certaine façon une montée en puissance des compétences de maîtrise d'ouvrage, de planification et de conduite de projet. C'est aujourd'hui encore, encore difficile, hein, d'avoir toutes ces compétences. Il y a évidemment beaucoup de priorités, hein, du côté de la plupart des gouvernements africains. Voilà, nous, on essaie côté Meridiam de contribuer à cet effort. On a créé une fondation qui s'appelle l'AIFP, Africa Infrastructure Fellowship Programme, et qui vise chaque année à former une vingtaine de hauts fonctionnaires africains à la maîtrise d'ouvrage, à la conduite de projets en développement sur les modèles PPP concessifs. C'est aussi beaucoup, au-delà des compétences techniques, c'est beaucoup de la compétence de passation d'appels d'offres, de compréhension des attentes d'un investisseur qui sont forcément différentes des attentes d'un constructeur, par exemple, ou d'un bailleur de fonds publics. Voilà, et l'enjeu, donc, c'est d'arriver à la fois, je pense, consacrer plus de temps et d'argent du côté du secteur privé à ces phases de développement à risque, avec les bons outils de dérisking, hein, que ce soit des subventions ou des garanties de la part des banques de développement qui, je pense, devraient consacrer plus de moyens à cette activité. Je pense que les sommes en jeu sont beaucoup plus faibles que dans le financement traditionnel des projets ou des États, parce qu'on a des effets multiplicatifs beaucoup plus importants, hein. Comme je le disais, avec 2-3 millions, on peut faire une bonne partie du développement d'un projet, notamment dans l'énergie. Et je parle ensuite de projets qui font potentiellement entre 100 et 500 millions, entre 100 et 500 millions d'euros. Donc l'effet multiplicatif est assez massif, même si on consacrait 2 fois plus d'argent au développement que ce que j'indiquais. Et ensuite, je pense que l'enjeu est aussi, pour faire plus d'infrastructures, de démultiplier les secteurs dans lesquels le secteur privé est actif. Nous, on a fait, chez Meridiam, beaucoup de projets dans la production d'énergie renouvelable, que ce soit des centrales solaires, de la biomasse, de l'hydro, de la géothermie ou des transports, que ce soit port, aéroport, transport public, routier. Mais il y a d'autres secteurs sur lesquels beaucoup de choses sont à faire. On commence à avoir des premières réalisations en ce qui nous concerne, mais que ce soit l'eau ou les déchets, qui est encore assez peu je dirais, ouvert au secteur privé, que ce soit le digital avec des besoins immenses dans la fibre, dans les data centers, ou que ce soit dans les infrastructures sociales, les universités, les hôpitaux. Donc je pense que ce qui est important, c'est d'aller au-delà des secteurs habituels qui fonctionnent assez bien dans pas mal de pays, l'énergie par exemple, ou les ports ou les aéroports dans une certaine mesure, et réellement pousser les frontières dans des nouveaux secteurs de l'infrastructure qui sont, si on veut atteindre une plus grande part des objectifs de développement durable absolument essentiels. Voilà, donc je pense qu'un gros effort de tous les acteurs sur cette phase de préparation de projet, de développement de projet, en y contribuant plus de moyens et plus de moyens humains et financiers est vraiment essentiel pour avoir une base d'actifs, une base de projets investissables, bancables, comme on dit, qui soit beaucoup plus importante et qui motive plus d'acteurs pour investir dans le secteur des infrastructures en Afrique. Ce qui ensuite est essentiel, c'est une fois qu'on a développé, je dirais, un projet, c'est qu'il ait un profil de risque qui soit acceptable. C'est vraiment évidemment
le b.a.-ba de l'investissement, mais voilà, il faut avoir des opportunités d'investissement et il faut qu'elles soient évidemment attractives en termes de ratio risque-rentabilité. Et donc sur les risques, il y a plusieurs facteurs importants sur lesquels je pense il faut se concentrer. Euh, et le premier, nous, qu'on perçoit comme très important, c'est le risque d'être au bon prix. Enfin, la notion euh, d'affordability, de juste prix est absolument essentiel si on veut s'assurer d'avoir le soutien des utilisateurs, si c'est des utilisateurs privés, des individus ou des institutions ou des pouvoirs publics. Et donc je pense il y a un gros travail sur tous les projets d'infrastructure qui consiste à développer les bons modèles de développement, mais aussi les bons business models dans la durée pour offrir un service au meilleur prix. Donc nous, notamment, on essaie de dissocier l'activité de développement de l'activité de construction, typiquement, en recourant autant que possible à des appels d'offres sur la construction, sur la vente d'équipements, pour s'assurer d'obtenir toujours les meilleurs prix. On passe également, il faut passer également beaucoup de temps et d'énergie à définir au mieux les spécifications d'un projet. Les spécifications ne sont pas toujours bien faites, que ce soit souvent, par exemple, si je prends des barrages, souvent, justement, poussés par des constructeurs, par des fournisseurs d'équipements, souvent les projets sont surdimensionnés. On a souvent, si je prends l'exemple de barrages, je parlais encore de ce sujet sur un dossier ce matin, on a souvent des barrages qui sont trop dimensionnés, dont on peut optimiser eh bien, la production par rapport au coût de construction. Souvent, dans les projets bâtimentaires, là aussi, on a des surspécifications. Et réellement, l'enjeu, c'est de trouver l'optimum entre justement spécification, prix et qualité. Et ça, en se positionnant à long terme, en tant qu'utilisateur, et en toute transparence avec les clients publics, les États, les collectivités. Je pense que c'est un travail qui est essentiel et voilà, nous, on plaide beaucoup pour justement la co-conception avec les clients publics et réellement aussi pouvoir aider les clients publics à décider en connaissance de cause. Voilà, souvent, effectivement, c'est tentant pour un client public de valider telle ou telle option ou tel dimensionnement quand il n'a pas forcément connaissance des enjeux financiers, des enjeux de coûts. Voilà, et donc ça, c'est un écueil important en termes de risque, parce qu'ensuite, si on n'est pas au bon prix, on est évidemment remis en cause et on peut être, les gens peuvent arrêter de payer, les clients publics peuvent arrêter d'honorer les contrats, etc. Et ce travail-là, c'est également aussi important de le faire sur des projets vraiment essentiels. Dans les infrastructures, ce qui est dangereux, c'est de consacrer trop d'efforts, trop d'argent sur ce qu'on peut appeler des éléphants blancs, des projets qui sont pas vraiment, qui rendent pas vraiment un service essentiel ou alors totalement superflu. La notion d'essentialité est aussi très importante pour réduire les risques, je pense. Voilà, quand on rend réellement un service, on a une infrastructure qui rend un service vraiment essentiel, ça devient très compliqué pour le client de ne pas la payer, de ne pas s'en servir. Et c'est ce que souhaite l'investisseur, évidemment, en infrastructure, puisque lui, il veut pouvoir être repayé dans la durée, dans à peu près toutes les conditions, et pouvoir du coup amortir son investissement et puis après le rentabiliser. Donc c'est deux critères vraiment essentiels, c'est le cas de le dire. Et ensuite, il y a deux aspects très importants aussi, c'est la gestion du risque politique, dont on entend beaucoup parler, surtout en ce moment, avec pas mal de sujets un peu géopolitiques en tout cas de changements dans pas mal d'alternance ou de changements dans pas mal de pays. Premièrement, je pense que les deux points que j'évoquais initialement sont vraiment des protections très puissantes pour gérer ce risque, parce qu'évidemment,
On est d'autant plus exposé aux risques politiques quand on construit, qu'on finance une infrastructure qui est trop chère et qui est pas essentielle. Donc évidemment, tout ce qu'on fait pour arriver à être vraiment au meilleur prix et sur un service essentiel, c'est fondamental et vraiment fondamental pour gérer le risque politique, puisque voilà, en cas de grands bouleversements politiques, très souvent, c'est quand même les projets les plus faibles, hein, auxquels évidemment s'attaquent s'attaquent les nouveaux dirigeants, ou en tout cas, s'il y a une volonté de modifier les équilibres. Ensuite, il existe pas mal d'outils aussi pour gérer ce sujet, notamment ce qu'on appelle des political risk insurance, des assurances risques politiques, PRI, qui sont fournis notamment par des bailleurs internationaux comme la MIGA de la Banque mondiale, qui permettent de couvrir, d'assurer en fait un investissement pour un investisseur donné dans un pays étranger et qui couvre ce qu'on appelle les quatre points. Le premier, c'est le sujet d'expropriation par les pouvoirs publics. Le deuxième, c'est les sujets de transférabilité et convertibilité de la monnaie, qui est un sujet dans pas mal de pays émergents et en Afrique en particulier. Le troisième, c'est la violence politique, la guerre évidemment, mais aussi les manifestations violentes et ce type d'événements. Et le dernier, c'est le breach of contract, donc le fait qu'un client public n'honore pas un contrat qu'on a signé, un contrat de concession typiquement. Voilà, et donc ça, c'est un outil très puissant parce qu'il il permet, bon, bien sûr, d'assurer financièrement l'investissement, mais il permet aussi enfin, la façon dont ça fonctionne, c'est que généralement les gouvernements, les clients publics sont prévenus de la souscription de ce type d'outils. Et donc ça permet du coup un dialogue un petit peu différent où les enjeux sont bien, bien connus et bien compris normalement de la part des gouvernements. Voilà. Et donc ça c'est pour la partie peut-être un peu plus financière avec donc ce type d'assurance. Mais ce qui est aussi important pour réduire les risques, et là sur la partie financière, c'est de structurer des financements qui permettent pardon, de faire face aux difficultés. Je pense qu'il faut arriver à trouver le bon compromis entre des financements très compétitifs, très agressifs, si je peux dire, notamment en dette, hein, puisque pour arriver à réduire le coût des infrastructures, il faut autant que possible les financer avec le bon mix de capital, entre donc fonds propres. Nous, chez Meridiam, c'est notre métier d'investir des fonds propres, mais de l'autre côté ou à côté, de la dette. Et donc autant que possible de la dette long terme à des conditions attractives. Voilà, et donc bon, suivant le type de projet, le type de risque, le type de pays, on peut mettre entre, je dirais, 20 et 50% en fonds propres et le solde en dette. Et donc sur ces financements en dette, donc, qu'on utilise hein, pour réduire le coût du projet, comme je le disais, le coût du service ensuite qui est rendu par l'infrastructure, c'est important de, de mettre en place des structures qui permettent de faire face aux difficultés, aux retards de paiement. Ce qu'on constate souvent dans la plupart des pays africains, c'est plutôt des retards de paiement que des défauts de paiement. Alors même si techniquement, quand on ne paye pas à l'heure, c'est un défaut, mais généralement, voilà, les défauts ne sont que temporaires, et donc il faut organiser la structure du financement pour y faire face et ne pas précipiter l'effondrement de tout. De toute la structure. Et c'est de façon plus générale aussi quand on structure les projets et les contrats avec les clients publics, une grande attention qui est portée au cash flow et vraiment la façon dont circule le cash flow dans le projet et dans l'environnement du projet. C'est pour ça d'ailleurs que les ports et les aéroports fonctionnent très bien. Enfin, en tout cas, le montage de projets privés dans les ports et les aéroports fonctionne bien en Afrique. C'est puisqu'on est directement rémunéré par les compagnies aériennes ou les compagnies maritimes, avec du coup un accès au cash flow qui est facilité.
Dans le secteur de l'énergie, ça fonctionne aussi assez bien puisque les compagnies d'électricité, eh bien, font circuler le cash, les paiements des usagers. Pendant longtemps, il y a eu un problème de collecte des revenus, mais de plus en plus, les utilities africaines ont mis en place le prépaiement et en tout cas beaucoup travaillé sur la collecte des revenus. Et donc là aussi, il faut le cash circule assez bien dans le secteur électrique. Et il faut arriver en tant que concessionnaire, eh bien, à mettre en place les bons outils pour y accéder, que ce soit des lettres de crédit bancaires par les compagnies d'électricité, que ce soit l'accès à des comptes sur lesquels, par exemple, les plus gros clients de la compagnie d'électricité règlent leurs factures. Voilà, donc il y a toute cette attention portée au cash, c'est assez essentiel. Voilà, donc tous ces risques-là doivent être réduits pour, au final, présenter une opportunité d'investissement qui est attractive et qui permette de mobiliser du capital. Et justement, sur un des risques, et pour passer sur le troisième sujet enfin, troisième axe de mon intervention, un des risques absolument essentiels, c'est les sujets environnementaux et sociaux. Très, très souvent, sur les projets d'infrastructure en Afrique, le secteur privé doit faire lui-même les études environnementales et sociales dans la plupart des pays de l'OCDE, par exemple. Ces études sont plutôt faites par les autorités publiques. Mais dans les pays émergents, en Afrique en particulier, c'est le secteur privé qui doit réellement faire à peu près toutes les études environnementales et sociales, euh, avec, pour certains, la tentation de prendre un peu des raccourcis. Et ça, c'est un risque très, très, très important qui, à la fois, met en danger les investissements de la société en question, si elle prend des raccourcis, mais qui aussi peut donner une très mauvaise image à tous les acteurs d'un secteur, dans un pays donné ou dans un secteur donné. Et donc, là-dessus, il existe vraiment alors, bien sûr, il existe des réglementations et des législations locales qui, pour la plupart d'ailleurs, ont beaucoup été améliorées ces dernières années, mais dont il faut s'assurer qu'on arrive à les suivre. Et il existe aussi des cadres, des référentiels euh, qui sont vraiment des normes dans les infrastructures. Je pense notamment aux standards de performance de la SFI, la filiale de la Banque mondiale, qui donne réellement des cadres de réalisation des études environnementales et sociales en termes de consultation publique, en termes de relocalisation de personnes, en termes de gestion de la biodiversité. Voilà, et donc ces sujets sociaux, mais aussi environnementaux, doivent vraiment être traités dès le début, en profondeur, et ça coûte de l'argent, ça prend du temps, mais c'est essentiel si on veut justement éviter que des difficultés se matérialisent. Très souvent, hein, le risque politique enfin, en tout cas, le risque politique peut se matérialiser à travers des sujets environnementaux et sociaux qui n'ont pas été bien traités. Il peut y avoir des ONG qui, évidemment, surveillent un petit peu ce qui se fait dans ce domaine. Il peut y avoir la société civile qui se manifeste, se met à travers des projets. Si on ne traite pas en profondeur ces sujets. Donc ça, c'est réellement un sujet sur lequel il faut investir, il faut recruter des personnes qui sont expertes, hein, parce que c'est un domaine d'expertise aussi. Je pense que c'est un domaine qui doit être suivi et pris en main par tous les développeurs et investisseurs, mais avec très clairement de l'expertise. Donc ça, c'est un risque, mais justement, si on arrive à se mettre dans une démarche positive sur ces sujets, c'est une façon justement de faire plus et de mettre en avant les impacts qu'on arrive à obtenir en développant, en réalisant des projets d'infrastructure. Parce qu'on arrive, en particulier dans les pays africains, réellement à changer la donne et à produire des impacts massifs sur toutes sortes de critères, que ce soit l'accès à l'électricité, que ce soit l'accès aux infrastructures, que ce soit la réduction des coûts, que ce soit
l'amélioration des institutions. Voilà, on peut arriver à réellement avoir un impact très fort. Et justement, si on a bien traité ces sujets-là, on peut mettre en place le cadre pour les traiter, enfin, les mesurer et viser aussi la performance sur ces sujets, pas uniquement de la performance financière, mais aussi de la performance sur les sujets environnementaux et sociaux. Nous, on a mis en place chez Meridiam un outil pour définir et mesurer cet impact sur les 17 objectifs de développement durable. C'est un outil qui s'appelle Simple et qui définit, enfin qui mesure, pardon, de manière quantitative et détaillée la performance sur les ODD qu'on veut améliorer sur un projet donné ou au niveau de Meridiam et qui justement permet de se fixer des objectifs et de montrer quel est l'impact de ce qu'on fait. Et ça, je pense que c'est essentiel si on veut aussi embarquer la société civile, les populations, les autorités publiques sur quel est réellement l'impact de nos projets d'infrastructure. Ce n'est pas uniquement des millions et des milliards qui sont dépensés, mais c'est aussi voilà, des centaines de milliers de personnes qui ont accès à l'électricité, un prix de l'électricité qui réduit de temps, des émissions carbone qui réduisent de temps, une biodiversité qui est améliorée grâce aux mesures de compensation, etc., etc. Voilà, et ça, je pense que ça parle beaucoup plus aux gens que les, euh, les sommes qui, dans le secteur des infrastructures, sont très grandes et sont un peu abstraites parfois. Voilà, c'était un petit peu ma contribution à cette question et très heureux maintenant de répondre à vos questions. Un grand merci pour cette présentation. Moi, j'ai quelques questions pour lancer la discussion. Tout d'abord, sur la préparation de projet et notamment le rôle de l'AIFP, c'est ça? Du fonds côté Meridiam qui prend en charge la formation des acheteurs côté Afrique pour certains d'entre eux. C'est rien d'autre que du capacity building quelque part, et c'est quelque chose dont on parle depuis des années et qui devrait être pris en charge par la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, et c'est forcément quelque chose qu'ils prennent en charge en partie, non? Ça s'est amélioré au cours du temps ou c'est toujours un déficit qu'il est difficile de combler? Oui, alors ça comment dire, c'est une fondation, hein, c'est pas du tout un fonds avec des objectifs précis sur des projets, c'est une fondation avec des ambitions plus larges hein, et qu'on on a mis en place avec plusieurs acteurs, notamment le Global Infrastructure Hub et le WEF et d'autres institutions, notamment les affaires étrangères françaises et d'autres acteurs privés. Et c'est effectivement c'est un sujet sur lequel beaucoup de bailleurs de fonds font beaucoup de choses. Hein. Mais nous, la particularité de cette fondation, c'est elle vise vraiment la maîtrise d'ouvrage et la passation de marché permettant de faire plutôt des investissements privés, donc du PVP, de la concession, plutôt que, je dirais, de la maîtrise d'ouvrage publique qui peut être parfois peut-être surreprésentée. Mhm. Si on en revient, il y a une deuxième question qui est passée dans le chat aussi et qui revient à une réflexion que je me faisais sur le type de contrats en fait qui sont mis en place pour le financement des infrastructures dont vous avez parlé. Donc, c'est essentiellement des contrats de concession, j'imagine, de PPP entendu au sens large, peut-être quelques contrats de disponibilité. Euh, en regardant les dernières données de la base PPI de la Banque mondiale, on se rend compte que ces PPP en Afrique, ça représente vraiment euh, peanuts. Enfin, c'est moins, sur les 3 dernières années, ça doit être moins de 10 milliards de dollars d'investissement financés en PPP. Est-ce qu'il y a vraiment, selon vous, une opportunité là de développement dans le futur, ou est-ce que c'est compliqué, il faut passer par d'autres types de finance, enfin pas d'autres types de financement, mais d'autres types de contrats en fait, ou du Non, financement enfin, public? effectivement, hein, le point de départ reste assez modeste, mais je pense justement ce que je disais en multipliant le nombre de secteurs dans lequel le privé est actif, en multipliant le nombre de pays également, parce qu'il y a quand même une concentration dans quelques secteurs et quelques pays, hein, pour être très clair.
Voilà, je pense qu'on peut arriver à faire beaucoup plus. Je le disais aussi, il y a aujourd'hui une réelle limite en termes d'endettement public. Donc, l'avantage de ce type de modèle aussi, c'est que ce n'est pas de l'endettement public. Voilà, après, effectivement, il y a beaucoup d'obstacles, hein, que ce soit on en parlait à l'instant, en termes de capacité publique, mais aussi en termes de, j'en parlais début de mon intervention, de mobilisation par le secteur privé, hein, de ressources humaines et financières pour développer des projets. Voilà, donc il y a effectivement toutes sortes d'obstacles, mais voilà, je pense que, en revanche, les projets qui se réalisent, il y en a assez peu, mais ils fonctionnent assez bien. Je pense qu'il y a un taux de défaut qui est sur la dette, enfin, des financements qui sont mis en place dans les infrastructures privées en Afrique, qui est le deuxième plus faible à l'échelle de la planète en termes de région. Voilà, donc peu de projets, mais des projets qui fonctionnent plutôt bien. Donc aucune raison de ne pas en faire plus. Alors, je vois que Silver a levé la main et veut poser une question. Silver, vous voulez prendre la parole? Non? Bon, alors Silver, visiblement, Mute peut-être. Ouais. normalement, vous avez la possibilité d'allumer votre micro, Silver. Allô, Oui, on vous écoute. allô. Oui, En- bonjour Stéphane et merci chers invités du cabinet Méridiam d'avoir organisé ce séminaire. Alors, je vais aller un peu très directement parce que je me sens un peu très concerné. Pourquoi? Parce que depuis 2 ans aujourd'hui, j'anime au niveau du Cameroun des séminaires de formation à l'intention notamment des pouvoirs publics et des partenaires privés dans le domaine de l'ingénierie financière et des financements de projets. Et d'après l'intervenant, l'une des problématiques que j'ai pu identifier, c'est que comparativement à ce qui se faisait avant, la technique du financement de projets n'est pas assez divulguée. Et elle peut être à l'origine notamment de pas mal de problèmes, que ce soit en phase de développement ou en phase d'exploitation, ou alors qui peut m'expliquer les difficultés notamment qu'ont les promoteurs de projets, donc les États, dans les phases de développement qui peuvent mettre 4 à 5 ans. Alors, je prends un exemple. Euh, Certains assimilent encore le financement de projet au financement corporate, alors que le financement de projet, comme son nom s'indique bien, est une technique de financement dans laquelle sont les revenus prédictibles du projet qui permet d'assurer le service de la dette. Donc, ce que nous, au niveau du cabinet SLK, on a identifié, c'est qu'effectivement, il y a un problème de formation. Ça veut dire que ce soit les partenaires publics, que ce soit les partenaires privés, même les problèmes de retard, de dette, retard de paiement, parce que là, l'intervenant a parlé qu'il n'y a pas un défaut de paiement, il y a un retard, mais tout simplement parce que au moment de la structuration ou alors de l'origination dans le modèle financier, les partenaires publics, ils ne comprennent pas effectivement ce qui se passe. Ils ne comprennent pas que, bon, voilà, à telle échéance, oui, cette échéance correspond à un remboursement de la dette. Ces cash flows qui sont arrivés, notamment, il y a un principe de respect, notamment d'une cascade de cash flow. Donc, c'est tout un mécanisme de formation qu'il faut vraiment divulguer si on veut non seulement booster ces investissements, mais être en situation de connaissance commune, de manière à ce que l'investisseur et les bailleurs de fonds et les personnes publiques puissent parler le même langage. Ça, c'est le gros problème que j'ai pu identifier. Et dans cette lancée, moi, je voudrais bien avec peut-être le cabinet Méridien, peut-être à la fin, on pourrait peut-être échanger parce que ça fait déjà le quatrième séminaire de formation. Il y a un autre qu'on organise en octobre 2024 au Cameroun sur l'ingénierie financière des financements d'énergie renouvelable où effectivement, je viens avec quelques experts de Paris parce que moi-même, je suis banquier, je suis manager financement complexe au sein d'une banque. On vient former notamment les différents acteurs sur ces différents outils, sur la lecture d'un modèle financier, sur le type de mécanisme, sur le type de garantie. Et pour ça, on s'est rendu effectivement compte qu'il y a une grosse demande des différents acteurs. En fait, je suis en total, j'ai pas une question, mais je faisais juste un commentaire pour donner mon point de vue sur des problèmes qui peuvent vraiment, comment est-ce qu'on peut booster notamment les investissements. Oui, il y a une forte demande, mais il faut bien qu'on soit en situation de connaissance commune avec les différents acteurs. Et selon moi, c'est pas la formation, pas l'accompagnement, notamment des acteurs étatiques grâce aux formations qui vont aller peut-être au niveau même des écoles d'administration
parce que c'est eux après demain qui sont appelés à prendre des décisions, qui comprennent effectivement la logique de financement. Aujourd'hui, au Cameroun, on a la SND 30, la Stratégie nationale de développement à l'horizon 2030, dont la technique de financement pour la mettre en place est basée uniquement sur la technique du financement de projet. Donc, on ne pourra pas aller là, on a financé 1,2 milliard d'euros le projet Natigal grâce au financement de projet. On a le projet qui arrive là, 500 mégawatts qui a été signé avec EDF. On a notre projet de Minkoma. Mais tous ces différents projets ne peuvent être que financés par la technique de financement de projet. Et pour ça, il faut que les acteurs puissent comprendre comment la technique et qu'est-ce qu'il faut dans la phase de développement pour que les bailleurs de fonds puissent entrer totalement en jeu. Ça, c'était ma contribution. Très bien, bah, merci beaucoup. Et effectivement, je pense que je suis d'accord avec vous. Et le sujet enfin, au-delà de capacity building et du partage de connaissances, il y a le sujet de la transparence et réellement de prendre le temps quand on négocie entre privé et public de réellement partager et expliquer ce qu'on fait. C'est absolument essentiel parce qu'il y a effectivement, quand on investit dans les infrastructures, les contrats déséquilibrés, les incompréhensions, tous ces sujets-là posent problème dans la durée. Ça peut être tentant pour certains acteurs de passer un petit peu en force, si je peux dire, mais ça ne permet jamais de réussir dans la durée. Alors, je vois qu'il y a une deuxième demande de prise de parole de la part de la Banque africaine de développement. Samatar, voilà, tu peux ouvrir ton micro. Oui, bonsoir Stéphane, bonsoir Mathieu. C'était très intéressant hein, la présentation. Je voulais poser quelques questions. Donc, ma première question porte sur les types de ressources que vous utilisez pour la préparation des projets. Est-ce que si c'est vous qui apportez ces ressources, est-ce que vous demandez des contreparties aux États africains partenaires, par exemple, en amont à l'investissement que vous apportez à travers certainement une subvention? Donc ça, c'est ma première question. La deuxième question porte sur les considérations liées au risque. Je voulais vous demander dans quelle mesure vous prenez en compte la disponibilité d'un marché local qui serait capable en fait d'absorber les services proposés en amont des investissements pour muscler un peu la demande, hein, plutôt que de se focaliser sur l'aspect risque et en utilisant notamment des mécanismes de garantie qui sont souvent critiqués, je pense, comme vous le savez, pour siphonner en fait les ressources, les maigres ressources disponibles et qui sont en règle générale aussi souvent concessionnelles. Et ma dernière question porte sur le risque de conflit d'intérêts, de réaliser soi-même des études environnementales et sociales des projets que vous financez vous-même. Donc, je suis certes un peu provocateur ici, mais je souhaiterais vous entendre aussi sur ce point. Merci. Oui, merci beaucoup. Très bonne question. Bah, sur les contreparties au développement qui est effectué, enfin nous en tout cas quand on intervient, quand on développe un projet, bah, le but c'est d'investir. Nous on est un investisseur, donc si on développe un projet c'est pour investir. Et je pense que c'est comment dire assez sain d'avoir comme objectif bah, de réaliser le projet. Et après évidemment ce qui est important c'est que bah, ce travail soit fait de façon, j'ai pas mal insisté dessus, de façon transparente et dans un rapport de force équilibré entre l'investisseur privé et le client public. Mais je pense que le métier de développeur ou en tout cas l'activité de développement de projet est dure et difficile. Et il faut que bah, l'objectif, la motivation soit importante pour arriver notamment à faire ça dans des délais courts parce que c'est l'enjeu et on voit beaucoup de projets malheureusement en Afrique mais ailleurs aussi où bah, les phases de développement durent éternellement parce qu'il n'y a pas vraiment de partie, d'acteur qui est vraiment motivé par sa réalisation. Voilà, donc nous, la seule contrepartie, bah, c'est d'avoir la possibilité d'investir dans le projet. Voilà. Typiquement, bah, et à contrario, si le client public décide de façon unilatérale de confier le projet à un tiers, eh bien d'être remboursé des études qui ont été faites.
Voilà, rien de bien différent. Voilà, sur le marché local, la question peut être multiple, mais enfin, nous, on essaie hein, de travailler autant que possible avec des partenaires locaux en qualité d'investisseurs. Je donnais les exemples tout à l'heure de fonds souverains locaux, mais ça peut être aussi de partenaires privés locaux. Voilà, après, c'est évidemment l'investissement en infrastructure, c'est très capitalistique, ça nécessite des moyens, enfin des fonds importants. Et donc, c'est pas toujours, évident de trouver aussi d'ailleurs des partenaires qui se satisfont de rentabilité qui, en fait, pour pas mal d'acteurs privés africains, hein, sont jugés trop faibles. Je pense qu'il faut un peu démystifier aussi les rentabilités réalisées sur les projets d'infrastructure. Elles sont quand même plutôt plus faibles que dans le secteur purement privé dans les pays émergents. Voilà, alors après, évidemment, elles ont d'autres avantages, hein. C'est à plus long terme, c'est protégé par des contrats, etc. Mais voilà, c'est pas forcément toujours évident. Et c'est vrai qu'on voit plus de, comment dire, plus d'appétit des acteurs publics locaux que des acteurs privés dans le secteur des infrastructures. Voilà, et sur la dette se pose là, il y a un petit peu la question éternelle, je dirais, de l'endettement en monnaie locale ou en monnaie forte. Voilà, les deux ont des avantages et des inconvénients. Mais c'est sûr que si on veut arriver à financer des infrastructures à un coût plus faible, si tout se passe bien, je dis bien si tout se passe bien, c'est sûr qu'en monnaie forte, c'est quand même nettement plus compétitif. Voilà. Et sur le sujet des conflits d'intérêts, donc de réaliser les études environnementales et sociales, la façon dont, alors c'est un risque, c'est sûr. Nous, la façon dont on essaie de se prémunir de ce risque, c'est déjà de confier à un tiers expert la réalisation, la rédaction. Alors, bon, évidemment, c'est nous qui en sommes responsables, c'est nous qui le rémunérons, etc. Mais dans les faits, il engage quand même sa responsabilité en réalisant, en réalisant ses études. Mm. Et après, évidemment, ces études, elles sont revues par les autorités publiques, évidemment, qui doivent les valider. Et dans pas mal de pays, les autorités environnementales sont très compétentes. Après, parfois, manque de moyens hein, et sont un peu débordés, mais globalement, c'est quand même, je trouve, des ministères, des départements où il y a des gens très, très compétents. Donc, on les fait évidemment revoir et valider par les autorités publiques, c'est de toute façon la loi, et aussi par les bailleurs de fonds qui ont quand même une vocation d'intérêt général extrêmement claire et qui, dans la plupart des cas aussi, les publient sur leur site internet. Elles sont accessibles à tout le monde. Tout ça est fait en toute transparence, hein, c'est pas dans le secret. Voilà, donc il y a effectivement ce risque, mais je pense qu'en multipliant les tiers, enfin les parties qui travaillent dessus, en les publiant, en faisant ça de façon transparente, on peut essayer enfin, on réduit ces risques. Voilà, et puis après, enfin, nous, dans notre cas, on est investisseur de long terme, et donc on fait face aux responsabilités. Hein qui sont les nôtres si on a justement si on avait triché dans ces études environnementales et sociales, on serait confronté à la réalité. Voilà. Alors, après la Banque africaine de développement, nous avons une main levée du côté de la Banque ouest africaine de développement. Marc-Antoine, vous avez la parole. Je vous avais remarqué que je donne la priorité à ceux qui lèvent la main. C'est plus vivant. Ensuite, je prendrai quelques questions écrites. Mais n'hésitez vraiment pas à prendre la parole, à lever la main et je vous la donnerai. Merci Stéphane. Alors, donc, j'avais une première question dans le chat où je me demandais est-ce que pour la préparation des projets, le recours au fonds d'amorçage n'est pas une solution parce que il a été noté que ces fonds sont très peu actifs. Euh,
en Afrique, notamment dans la sous-région ouest africaine, où on note juste l'African Finance Corporation au Nigeria qui effectivement offre cette prestation-là pour la préparation des projets. Alors, ces jeunes fonds présentent un double avantage, notamment le soulagement des budgets, puisque la plupart des études sont portés par les budgets nationaux avec une très faible part justement de ces budgets-là consacrés aux petites études. Donc, pour pouvoir développer le projet, est-ce que ce ne serait pas une solution? Alors, deuxième question, c'est sur la définition des projets. Alors, on note de plus en plus que dans la plupart des pays, lors du cadrage macroéconomique, il y a des projets qui sont considérés comme étant des projets prioritaires et pas cette. La problématique qui demeure également, c'est la mobilisation des ressources pour la réalisation des études de ces projets. Est-ce que à ce niveau, comment se fait le choix de Meridiam lorsqu'il y a un pipeline du genre? Où c'est après échange avec les États que le projet est sélectionné. Et la dernière question, c'est sur la structuration une fois que les études sont réalisées, en tout cas, et que le business model est bien calé. Sur la structuration des financements, notamment le recours au système financier local, qui souvent a des offres assez limitées. Est-ce que il y a Meridiam apporte un effet de levier en ayant recours à des zones, enfin, à des sources de financement externes avec des mécanismes plus ou moins de couverture qui permettent quand même de soulager l'usager qui sera utilisateur du projet à financer. Voilà les 3 questions que j'avais. Merci. Parfait, merci beaucoup pour vos questions très intéressantes. Le premier sujet sur les fonds d'amorçage, les facilités d'amorçage, c'est évidemment une très bonne solution sur lequel je pense qu'il serait bon de démultiplier les montants en jeu, qui sont, je pense, aujourd'hui encore trop faibles, et surtout de faciliter les conditions d'octroi. Aujourd'hui, en toute franchise, c'est assez compliqué et ça favorise très clairement des groupes internationaux très structurés comme les nôtres, qui d'ailleurs sont peut-être pas ceux qui en ont le plus besoin. Là, j'essaie de prendre un peu de recul et très clairement, notamment pour développer, pour faciliter le développement de projets par des acteurs nationaux. Je pense que c'est indispensable de multiplier ce type d'initiative, les sommes disponibles et simplifier les conditions d'accès. Je pense que c'est vraiment un axe extrêmement important. Sur le sujet de pipeline, sélection de projets et puis adhérence avec les priorités des États, nous, la façon dont on fonctionne, c'est qu'on essaie de développer de plusieurs façons nos opportunités. Alors, bien sûr, on répond aux appels d'offres quand il y a des appels d'offres. Ça reste quand même peut-être le modèle le plus cadré, si je peux dire, ou en tout cas qui, quand il est bien mené, permet le plus de succès. Mais sinon, quand on développe de façon je dirais plus directe, avec les gouvernements, évidemment, on part à la base de leurs besoins qu'elles expriment souvent à travers des plans de développement, la plupart des pays ont un petit peu leur plan de développement et on essaie bien sûr forcément on s'inscrit dans ces plans de développement. À la base, on est là pour développer une infrastructure au bénéfice d'un gouvernement, d'une population. Et voilà, on se concentre évidemment sur ce qui nous semble le plus pertinent, le plus faisable, et un petit peu tous les critères dont je parlais tout à l'heure, les projets les plus essentiels, les projets qu'on peut arriver à sortir dans les meilleures conditions de prix. Voilà, donc c'est un travail très itératif et qu'on fait avec nos partenaires publics.
Voilà. Et puis pour votre dernière question sur la structuration plus financière, on essaie sur un projet donné, bien sûr, d'avoir le plus possible recours aux subventions, aux prêts concessionnels, ce qu'on appelle aujourd'hui le blended finance, donc arriver à mobiliser différents types de financement pour réduire le coût. Et comme je l'ai dit plusieurs fois ce soir, hein, le but, enfin, je pense qu'un des objectifs de tout investisseur en infrastructure, c'est d'arriver à obtenir un coût du service de son projet qui est le meilleur possible pour qu'il soit le plus soutenable. Donc, c'est bien sûr des sujets qu'on, qui qui nous occupent beaucoup. Voilà. Merci beaucoup pour cette réponse. Je passe maintenant la parole à Grégory Berkovitch qui a levé la main depuis un petit moment et qui a une question à vous poser. Grégory, président de GB2A, partenaire de la chaire. Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour cette présentation très précise, très détaillée et très concrète en même temps, ce qui n'est pas toujours le cas quand on aborde ces sujets. Donc, un grand merci. Une question sur une étape dont vous avez un peu parlé tout à l'heure, mais moins que l'amont. Vous avez beaucoup parlé de l'amont et vous avez raison, c'est très important. Vous avez un peu moins parlé de l'aval. J'ai posé une petite question dans le chat à ce sujet. Comment vous considérez votre rôle de tiers investisseur, j'aime bien ce terme de tiers investisseur, dans le suivi des projets et notamment, puisque vous avez parlé de problématiques de défaillance des donneurs d'ordre public et d'ailleurs d'une manière très positive, mais quand il y a des situations de sous-performance de l'opérateur ou des opérateurs, et des difficultés donc d'exécution, de bonne exécution des contrats, le tiers investisseur est souvent dans une situation un peu compliquée. Vous, comment est-ce que vous gérez cette situation, particulièrement lorsque les opérateurs sont internationaux et qu'on est dans une relation entre un opérateur international et, euh, et un État du continent? Merci et à bientôt. Très, très bonne question, merci beaucoup. Effectivement, j'aurais pu développer tout un axe sur ce sujet. Qui est au final pourquoi l'investissement privé et qu'est-ce qui fait de la différence avec de l'investissement privé ou un tiers investisseur. Et très clairement, une des raisons, au-delà de la capacité à développer, réaliser le projet, c'est cette attention et cette priorité qui est donnée à la performance de l'actif dans le long terme. Le but, c'est pas seulement de réaliser un projet, mais c'est de rendre le service pendant 20 ans, 25 ans, 30 ans. Et ça, c'est une différence absolument fondamentale parce qu'on voit trop souvent, alors pas que en Afrique très clairement, mais dans pas mal de pays africains, c'est un problème de trop de projets qui sont construits, financés, mais qui derrière ne sont pas opérés réellement, ne sont pas maintenus, ou en quelque sorte, l'effort d'investissement est un petit peu gâché derrière par le sous-entretien, la sous-opération, etc. Voilà. Et donc, je pense que notre rôle vraiment dans cette phase-là, c'est d'être performant et irréprochable sur la qualité de l'infrastructure, le service qu'on rend, la maintenance et réellement montrer la différence entre un investissement privé dans une infra euh, et, euh, et on va dire le niveau moyen. Alors, je ne dirais pas tous les projets parce qu'il y en a certains, bien sûr, qui en gestion publique sont très bien gérés. Mais voilà, je pense que le niveau moyen est nettement meilleur euh, simplement par construction parce qu'en fait, on est rémunéré dans la durée quand on investit dans les infrastructures. Et si on n'entretient pas, si on n'opère pas bien, si on ne maintient pas bien, eh bien la performance opérationnelle chute d'abord et puis très vite la performance financière s'effondre. Voilà, donc ça, je pense que c'est vraiment essentiel et c'est un cercle vertueux qu'il faut entretenir. Là aussi, quand il y a des difficultés, justement, si je comprends bien votre question, c'est à ça aussi quoi vous faites référence. S'il y a des difficultés avec un client public dans la durée, il faut, je parlais tout à l'heure beaucoup d'essentialité, d'affordabilité.
mais il y a aussi la performance. Il faut délivrer un service de qualité si on veut avoir le moins de problèmes possible avec des clients publics. C'est bien normal. Si on délivre un mauvais service, un jour ou l'autre, on a forcément des problèmes, quelles que soient les intentions du client public. Voilà. Donc, je pense qu'effectivement, c'est tout un axe très, très important. Merci beaucoup. On a une main levée et une question de la part de Monsieur Dilang. On vous écoute. Pour l'instant, vous êtes en mute. Il faut allumer votre micro. Voilà, ok. Vous m'entendez maintenant? Très Parfaitement bien. Ok, d'accord. Je disais merci pour cet exposé et bonsoir à tout le monde. Bon, en fait, j'aimerais poser une question qui concerne justement l'investisseur privé, à savoir comment est-ce que l'investisseur privé peut aider à structurer un financement de projet dans le cadre public, surtout sur le flanc qui concerne le calendrier des émissions des titres publics. Comment est-ce que l'investisseur public peut aider l'État à structurer, n'est-ce pas, le financement des projets à travers le calendrier des émissions des titres publics pour, n'est-ce pas, éviter ce risque dont vous avez parlé tantôt, c'est-à-dire le risque de défaut de paiement ou bien du retard dans le paiement du service de la dette. Bon, l'autre question également, ça concerne les techniques de financement. C'est vrai que de plus en plus, nous essayons du moins l'État essaye de se financer à travers les PPP, comme l'a dit le docteur Sylvain tout à l'heure. Mais il reste encore que nous avons un problème de formation parce que nous avons un problème de formation et puis un problème on va dire, un problème de conflit parce que parfois, les services du Trésor n'ont pas toujours la capacité de structurer les projets. Mais ces projets-là nous parviennent et nous sommes obligés, n'est-ce pas, de chercher les financements. Et pour essayer donc d'éviter ça, est-ce que justement, il n'est pas question pour le Trésor public de pouvoir se former davantage sur les techniques de financement des projets? Et la dernière question, c'est de savoir quelle est votre perception du financement des projets dans la zone CEMAC? Quelle est votre perception du financement des projets dans la zone CEMAC comparativement à d'autres zones d'Afrique? Merci. Très bien, merci beaucoup pour vos trois questions, très, très pertinentes également. Sur le premier sujet, j'en parlais un petit peu plus tôt, je pense que la façon pour un pays donné de démarrer dans les PPP, les concessions, c'est notamment de démarrer par des projets qui ne nécessitent pas comment dire, de prélever des revenus sur le budget de l'État et qui fonctionnent en quelque sorte de façon autonome, si je peux dire. Je citais l'exemple des ports et des aéroports, c'est exactement ça. Et nous, c'est ce que, quand on a fait à la fois en Mauritanie et à Madagascar, les premiers PPP, que ce soit PPP aéroportuaire à Madagascar ou portuaire en Mauritanie. Et c'était justement avec cette approche-là, qui était de commencer par des PPP où les revenus sont totalement réalisés par des compagnies aériennes ou des compagnies maritimes. Et après, progressivement, aller vers des projets où les revenus sont faits justement à l'échelle d'un secteur. Je parlais de l'électricité, où là, ce n'est pas directement le client final qui nous paye, mais c'est indirectement la compagnie d'électricité qui collecte les achats d'électricité, enfin en tout cas on va dire les abonnements des individus ou des entreprises, et qui après
sert d'intermédiaire pour nous payer, nous, l'achat d'électricité. Et après, uniquement plus tard, se diriger vers des projets où, effectivement, une partie ou la totalité des revenus sont payés directement par l'État et où là, la question que vous posez devient effectivement essentielle. Mais là-dessus, ce qui est important, je pense, j'en parlais aussi en termes tout à l'heure de caractère essentiel et de projet au juste prix. Je pense que arriver à créer aussi des projets, des actifs qui créent une plus-value économique et financière pour l'État, par les économies qu'elles font faire, par l'activité additionnelle qu'elles génèrent, etc. C'est vraiment essentiel. Voilà, pour répondre à votre première question sur le sujet de la formation, pardon, de la zone CEMAC. On voit, enfin, nous, on a été assez actifs au Gabon. On a fait plusieurs projets. Je parlais dans l'hydroélectricité, dans le portuaire, mais aussi dans les transports ferroviaire ou routier. On regarde différents projets au Cameroun également. Et on voit, je pense, dans pas mal de pays, en fait, justement, encore assez peu de projets qui sont justement en dehors du secteur peut-être portuaire et électrique, de secteurs qui sont réellement ouverts aux concessions, aux PPP. Voilà, je pense qu'il y a pas mal d'efforts justement de préparation, de développement de projets qui doivent être faits à la fois côté public et privé. Voilà, donc ça, je pense que c'est un sujet d'attention. Et alors, votre deuxième question, pardon, j'ai perdu le fil, excusez-moi, c'était… Ouais, vous êtes encore en mute, hein. C'est bon. Ok, d'accord. Oui, Oui, excusez-moi, votre deuxième question. oui, la deuxième, justement, elle portait sur les techniques de financement des projets au niveau de la formation. C'est-à-dire que le Trésor public, par exemple, a besoin de se former davantage sur les Bien techniques sûr. de financement. Excusez-moi, Parce oui, que, pardon, ça me revient bien, excusez-moi. Là-dessus, c'était, je pense, justement aussi, avec cette approche un petit peu progressive dans le type de projet qu'on peut réaliser en PPP, c'est aussi justement, je pense, ça permet aussi justement, pardon, de familiariser progressivement les différents ministères sectoriels ou financiers au PPP, au fonctionnement du PPP. Alors, voilà, je pense que c'est essentiel de progresser par étapes de cette façon, de commencer également par donc, voilà, des projets qui sont un petit peu autonomes financièrement, si je peux dire. Des projets aussi de taille moyenne et de complexité raisonnable. Je pense que c'est très important et progressivement. Je pense que dans l'investissement, la notion de pilote réussi, la notion d'exemple est essentielle. On regarde tous en tant qu'investisseurs les premières réalisations, les premiers investissements. Et bon, les investisseurs ont un côté un petit peu, si je caricature, peut-être un peu moutonnier, je dirais. Et donc, voilà, c'est important de bien réaliser les premiers projets. Et justement, pour répondre à votre question, de prendre le temps, à travers ces premiers projets, de former les ministères des Finances, les ministères sectoriels, les différentes autorités. ok, d'accord, merci. Merci beaucoup. Je vois que… Ah, quelqu'un vient de lever la main, j'allais prendre le lead du coup. Je vous laisse la parole, allez-y, Maman, AFDB. On vous voit. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir.
Juste ma question est par rapport à, si on regarde un peu, c'est Maman, donc, travaille avec le fonds de la Banque centrale du Cameroun, qui est logé à la Banque africaine. Juste ma question est de savoir, en fait, si on regarde ces 2 dernières années, quand même, il y a des taux qui sont montés du côté de la Fed. On vous entend pas très bien. Je sais pas où est votre micro, mais il faut vous approcher, je pense. Maintenant, c'est bon? Là, Parfait, c'est oui. mieux, oui, c'est mieux. Ouais, je disais que ces 2 dernières années, on a remarqué une hausse de taux de la Fed et de la BCE. Et quand on se rend compte, beaucoup de financements sont faits en devises fortes. Alors, comment vous arrivez à gérer ce point? La deuxième question est de savoir, en fait, quand vous avez parlé de PPP, si on regarde en Afrique, quand même, pratiquement 70% de nos investissements, ce sont le transport et l'énergie. Alors, je me demande, quand vous parlez d'aller vers de nouveaux secteurs, est-ce qu'il n'est pas plus audacieux de rester dans le même secteur, mais avec des développements plutôt incrémentaux? Par exemple, si on regarde le BRT qui est fait en Tanzanie, bientôt à Dakar, est-ce que c'est, est-ce que l'idéal n'est pas de rester dans le même secteur avec plutôt de développement plutôt incrémental? Merci. Ouais, merci beaucoup pour vos très bonnes questions. Le premier point, ça a été effectivement un changement important ces deux dernières années, qui est un petit peu retombé, parce que les taux ont rebaissé là, depuis le début de l'année. Mais effectivement, les taux de base en euros et en dollars ont fortement augmenté et ont renchéri le coût de la dette en devises. Maintenant, la réalité, c'est qu'en dehors de la zone CFA, que ce soit en Afrique de l'Ouest ou en Afrique centrale, la différence reste massive entre le coût de financement en devise locale et en monnaie forte. Je pense que voilà, un changement de 2%, qui est à peu près 2-3% maximum, qui est plutôt réduit à 2%, ne change pas trop la donne. En revanche, dans la zone franc CFA, que ce soit XAF ou XOF, on voit effectivement l'écart qui s'est fortement resserré et qui est même plutôt en faveur du financement en franc CFA. Ce qui reste problématique pour le financement des infrastructures publiques en CFA, c'est la maturité qui est disponible. On voit des maturités qui restent encore trop souvent à 7-8 ans. Alors, il y a eu un peu des mécanismes plus sophistiqués qui ont permis d'étendre ces maturités. C'est intéressant, c'est à poursuivre. Mais en moyenne, on va dire, on peut obtenir des financements plus longs en monnaie forte et qui permettent d'amortir dans des meilleures conditions. Voilà. Mais effectivement, c'est vrai que ça s'est un petit peu inversé c'est intéressant à suivre et ça fait de bonnes raisons notamment de regarder des financements en CFA très, très clairement. Ensuite, les secteurs, effectivement, ce que je disais, nous aussi, on a fait la majorité de nos projets en transport et en énergie. Et effectivement, on peut avoir deux approches. On peut tester des nouveaux secteurs totalement, mais on peut aussi essayer, et c'est une très bonne idée, c'est ce qu'on essaie de faire, d'élargir un petit peu ce qu'on fait dans ces secteurs. Typiquement dans l'énergie, faire du transport et de la transmission d'électricité, qui sera aussi positif pour produire plus d'électricité, parce que c'est malheureusement un peu un paradoxe, mais dans pas mal de pays, on produit plus que ce qu'on consomme, parce qu'il n'y a pas assez de distribution, de transmission-distribution. Ou aussi, justement, dans le même esprit, développer les usages de l'électricité. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est très, très fiers là, de faire le BRT électrique de Dakar qu'on a réalisé qu'on est en train de réaliser là, parce que justement ça permet de consommer de l'électricité et ça permet de mettre à profit les succès qu'a eu le Sénégal dans le développement de sa production électrique. Voilà, donc effectivement en Tanzanie aussi, il y a un projet en ce sens, Côte d'Ivoire, Cameroun, etc. Donc effectivement, c'est très intéressant d'essayer d'élargir les secteurs, de faire des passerelles entre les uns et les autres, en transport et l'énergie, et de bénéficier aussi un petit peu, je dirais, des écosystèmes qu'on met en place pour développer un peu par extension, capillarité, pardon,
des projets. Voilà. Là, par exemple, ce qu'on est en train de regarder sur le BRT au Sénégal, on a fait le BRT électrique, on a fait des centrales solaires. Et on est en train, là, d'essayer de relier les deux en faisant une extension pour une de nos centrales solaires pour produire de l'électricité qui alimente directement l'entreprise, enfin le BRT. Voilà. Donc, créer tout ça, je pense que c'est effectivement très intéressant. Ouais. C'est moi qui suis muted now. Donc je vois qu'il y a une dernière question qui va pouvoir être posée par deux questions et puis on s'arrêtera là. Et du coup, Ok, mon rôle a d'accord. été assez limité ce soir parce que finalement, dans les questions qui ont été posées à l'oral, il y en a beaucoup qui recoupaient ce qui a été posé à l'écrit. Donc je vais donner la parole tout d'abord à Moussa et puis ensuite on terminera avec Nicolas Sabat pour la dernière question du séminaire. Bonsoir tout le monde, bonsoir Stéphane. Vous m'entendez? On vous Très bien. entend très bien. Voilà. Alors, j'aimerais poser cette question-là. En fait, est-ce que vous avez déjà développé des infrastructures au niveau des collectivités territoriales en général en Afrique, dans l'espace UEMOA et plus particulièrement au Sénégal? Pourquoi je le dis? Parce que dans le cadre de mes recherches, toujours dans ma thèse, donc je n'ai pas vu au niveau des collectivités territoriales des projets qui sont développés. Et ces projets-là sont généralement portés par l'État. Et dans le cadre de la décentralisation, je crois qu'on pourrait quand même permettre à ces collectivités territoriales-là de développer des projets, n'est-ce pas, qui leur permettraient aussi de, surtout les projets, comment dirais-je, sociaux de base. Oui, bah c'est un très bon sujet sur lequel, alors justement, nous, on essaie aussi, Stéphane en parlait tout à l'heure, on a une initiative là, qui s'appelle The Urban Resilience Fund, qui vise justement, alors plutôt pour les villes que pour les campagnes, si je peux dire, mais en tout cas, clairement, pour les collectivités locales, les villes régionales ou les grandes villes, disons, dans les pays africains, à développer des projets, justement des projets urbains, des projets de mise à niveau de leurs infrastructures de base, de résilience face à l'urbanisation, aussi au changement climatique, etc. Donc ça, c'est des projets qu'on essaie de développer. Après, la réalité, c'est que c'est difficile de faire ça uniquement avec la collectivité locale. Généralement, dans la plupart des pays africains, et vous le savez très bien, j'imagine, il faut plutôt faire ça à trois, avec l'investisseur privé, on va dire, la collectivité locale et, d'une façon ou d'une autre, le support de l'État qui souvent quand même trust un peu tous les moyens financiers. Voilà, donc il faut arriver à travailler un peu à trois, je pense. En tout cas, nous, c'est ce qu'on essaie de faire pour justement arriver à faire des projets plus locaux. Bien, il y avait une dernière question qui devait être posée par Nicolas Sabat, mais je vois que sa main a été baissée, donc peut-être s'est-il ravisé. Si ce n'est pas le cas, il est temps d'allumer le micro. Sinon, on va passer à la dernière question. Voilà, Nicolas, on vous écoute. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Écoutez, je voulais vous poser une question qui me paraissait centrale. Je ne sais pas si on s'éloigne un peu du sujet, mais vous me direz en tout cas. C'est celle de la montée en puissance de nouveaux acteurs, de nouveaux concurrents, dont la stratégie peut être plus agressive et plus, en quelque sorte, discutable. Il s'agit on pense tous aux entreprises chinoises. Je pense que ça aurait pu être intéressant d'évoquer cette question. On voit un certain déséquilibre dans les conditions qu'elles peuvent imposer, par exemple, dans la documentation contractuelle, dans les conditions financières, lorsque dans le cadre de montage typique en matière de financement de projets, par exemple, on le voit du fait de l'absence de cadre, de restructuration, lorsque ces projets connaissent des difficultés. D'abord, ça c'est intéressant de se pencher sur cette question pour savoir si ça tient d'un mythe tout simplement ou d'une véritable menace pour les États africains. Et, et, et comment s'organise en tout cas la réponse des entreprises et des institutions plus traditionnelles face à cette concurrence qui peut paraître en quelque sorte déloyale. D'accord, très bien. Merci pour votre question. Je pense qu'il y a, enfin,
comment dire, toutes sortes d'approches, hein. Je n'ai pas du tout, pas du tout jugé de ce qui est intéressant ou pas pour les États africains. Pour ce qui est des acteurs chinois, je pense qu'il y a un fait et nous qu'on voit réellement sur le terrain là, depuis le Covid, en fait, c'est que le financement, la participation des acteurs chinois s'est totalement effondré depuis le Covid. C'est devenu aujourd'hui vraiment l'exception, en fait, le montage de projets par des sociétés chinoises. Ce qui faisait la force des acteurs chinois ces dernières années, surtout entre 2005 et 2020, c'était leur capacité à faire de façon intégrée le développement, la réalisation, la construction et le financement, avec des acteurs souvent publics ou parapublics. Et donc ça permettait d'aller très vite. Alors, bon, souvent peut-être en prenant des raccourcis, mais en tout cas, ça permettait d'aller vite et fort. Voilà. Et donc ce système s'est complètement effondré depuis le Covid, hein. On avait, et d'ailleurs, on le retrouve dans les chiffres. Nous, on le voit sur le terrain et on le retrouve dans les chiffres parce que le financement des banques publiques chinoises, c'était à peu près 15 milliards par an entre 2010 et 2020. Et on est tombé à moins de 2 milliards par an depuis le Covid. Donc voilà, ça s'est complètement effondré. Donc je pense que d'ailleurs, c'est potentiellement intéressant maintenant de voir un petit peu justement comment les acteurs, notamment chinois, se positionnent du coup, qui ne financent plus les projets. Voilà, donc nous en tout cas, c'est pas un sujet qui nous empêche ou qui nous gêne pour faire des projets, aucunement. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire et je pense justement que c'est très important pour les acteurs privés, euh, voilà, de ne pas croire que tout est, enfin, comment dire, qu'il n'y a pas d'espace pour développer, réaliser des projets. Je pense que justement, si, en tout cas, nous, en suivant un petit peu les préceptes que j'ai essayé de partager, on a beaucoup d'opportunités. Eh bien voilà, il est 19h59. La règle est qu'on termine toujours à l'heure ce webinaire, sauf exception, et on va donc le terminer pile à 20h. Il me reste à remercier notre intervenant. Un grand merci à Mathieu Pellet pour le temps qu'il a pris ce soir pour interagir avec nous. Un grand merci à nos participants. Alors, je réponds en même temps au chat avant de le fermer, mais voilà, c'est, je crois, la première fois où on a autant d'interventions avec la caméra ouverte, où finalement mon rôle est assez limité dans les relances et dans les questions, ce qui montre un peu l'intérêt que suscite cette question pour les personnes qui sont inscrites ce soir. Comme d'habitude, la vidéo sera disponible dès ce soir sur le site de la chaire EPPP. Et vous pourrez revoir, ou pour ceux qui n'ont pas pu rester jusqu'au bout, vous reconnecter et voir les réponses de notre intervenant à vos dernières questions. Un grand merci. Bonne soirée à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci Stéphane, au revoir. Au revoir. Bonne soirée à tous.